L'Europe aujourd'hui, effectivement, est à un moment de bascule, de définition entre ses forces et ses fragilités. Si on regarde la situation économique, sur le plan de la croissance, les choses sont en train de s'améliorer parce que le prix du pétrole est plus bas, parce que la parité entre l'euro et le dollar a été rétablie, parce qu'aussi la Commission européenne a pris la décision de soutenir les investissements à travers le plan Juncker. Mais pour autant, peut-on dire que la crise est terminée? Non, parce que le chômage reste très élevé, parce que cette croissance reste elle-même trop faible, et puis parce qu'il y a encore beaucoup de facteurs de fragilité, y compris dans la situation économique. La crise en Grèce, même si nous essayons de rapprocher les points de vue. Et puis il y a d'autres facteurs de fragilité qui peuvent s'aggraver. L'Ukraine, même si l'Europe a pris des initiatives, en particulier la France et l'Allemagne, pour aboutir à l'accord de Minsk, mais ça reste très incertain, très fragile sur le terrain. Les problèmes du terrorisme qui sont encore devant nous. L'attentat qui s'est déroulé à Tunis, même si ça n'était pas sur le sol européen, est là pour le montrer. Il y avait eu Copenhague après Paris. Mais il y a aussi d'autres facteurs d'instabilité, la crise au Moyen-Orient, au Proche-Orient qui continue, la Libye qui est extrêmement instable. Donc on voit bien que c'est un moment où l'Europe doit surtout faire des choix. Et si elle veut être à la hauteur de ces défis, ceux de la croissance, ceux de la stabilité, de la sécurité et de la paix, elle doit lutter contre sa principale faiblesse, qui est la fragmentation. Fragmentation parce que nous sommes 28 d'États membres, que la décision politique suppose que nous nous mettions d'accord, que par conséquent souvent ça prend du temps, alors que nous sommes dans un monde qui va vite sur le plan de la compétition économique, avec la montée en puissance ces dernières années des pays émergents, avec des États-Unis qui, après la crise de 2008, ont été capables de prendre très vite des mesures très fortes de relance, ce qu'on a appelé le quantitative easing, des mesures donc de soutien très massives aux investissements et à la reprise qui ont de l'effet, puisque les États-Unis sortent de la crise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de problèmes sociaux, de problèmes de pauvreté ou de précarité, mais il y a incontestablement une croissance et une baisse du chômage. Et ça ne veut pas dire que l'Europe n'ait pas été capable, finalement, de prendre les bonnes décisions. Nous avons fait des choses, nous aussi, très importantes, qui ne sont pas forcément beaucoup perçues par les citoyens, mais qui nous permettent aujourd'hui une nouvelle stabilité et un retour de croissance. L'union bancaire, par exemple, avec un fonds de résolution unique, avec une supervision des banques, avec un mécanisme européen de stabilité qui font que aujourd'hui, une crise comme celle de 2008, qui est partie d'ailleurs d'abord de l'effondrement d'une banque américaine, puis qui s'est répercutée sur le système bancaire européen, qui s'est traduit par des fragilités dans un certain nombre d'États. On pense à ce qui s'est passé en Espagne, en Irlande, en Grèce déjà à ce moment-là. Ça n'aurait plus les mêmes conséquences. La stabilité de la zone euro est beaucoup plus forte. Nous avons aussi maintenant en Europe une banque centrale qui a pris des mesures de relance très spectaculaires, du même type que ce qui a été fait aux États-Unis, on peut appeler aussi un quantitative easing, avec plus de 1000 milliards d'euros de rachat de dettes sur le marché secondaire. Donc en fait, beaucoup plus de possibilités de financement du crédit et de l'économie réelle par le système bancaire européen. Nous avons maintenant le plan Juncker de soutien aux investissements, mais à chaque fois, il nous a fallu beaucoup trop de temps pour mettre en place ces dispositifs, pour prendre ces décisions. Et si on prend le volet sécurité, politique extérieure, nous prenons des initiatives. Aujourd'hui, pas seulement la France, mais aussi beaucoup de pays européens sont avec nous dans le Sahel, au Mali, en République centrafricaine. Mais si la France n'avait pas pris la décision par elle-même, s'il avait fallu attendre un accord à 28, nous n'y serions pas allés. Et Bamako serait sans doute aux mains de djihadistes et le Mali serait peut-être dans la même situation que la Libye. Or, il nous faut aussi être capable de prendre des décisions pour la stabilité en Méditerranée, pour lutter contre les trafics de personnes, pour que le djihadisme ne se répande pas, pour qu'il y ait une vraie politique extérieure, une vraie politique de défense commune. Donc, ce débat qui a lieu à l'initiative de l'IRIS sur fragilité et puissance est très important parce qu'il s'inscrit à un moment justement où il doit y avoir une prise de conscience que l'Europe, pour répondre aux défis de son temps, ceux de l'économie, de la croissance, de l'emploi, et c'est indispensable parce que c'est la première attente des citoyens, parce qu'il n'y aura pas d'adhésion au projet européen si on ne sort pas de la crise, parce que les populismes, les extrémismes continueront à prospérer et mettront en danger même l'avenir européen s'il n'y a pas un résultat sur ce plan. Donc réponse sur le plan économique, réponse sur le plan
de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, de la politique étrangère. Ça suppose de franchir un nouveau stade d'intégration européenne, de solidarité européenne, de capacité de décision rapide. Et donc, c'est au cœur des travaux de l'Europe, des propositions que la France peut porter, et je me réjouis que ce soit aussi au cœur des réflexions de l'IRIS. Je le crois. Je crois que quand la France et l'Allemagne sont ensemble, et c'est ce qui s'est passé pour la crise entre l'Ukraine et la Russie, pour aller à Minsk, à Moscou, à Kiev, et ça a été l'initiative prise par la chancelière Merkel, le président Hollande, ensemble, dire voilà ce que la France et l'Allemagne proposent au nom de l'Europe, avec l'appui de l'Europe, ça a du poids. Et sans doute, il n'y a que la France et l'Allemagne qui pouvaient le faire. Les États-Unis n'aurait pas pu jouer ce rôle parce qu'il n'avait pas la confiance et l'écoute de la Russie. Et s'il avait fallu attendre que toute la machinerie européenne se mette en route, ça aurait été difficile parce qu'il y a des points de vue différents sur chacune des grandes crises internationales et en particulier sur l'Ukraine. Le point de vue des pays les plus proches géographiquement de la Russie sont aussi ceux qui se sentaient les plus menacés. On peut penser aux pays baltes, à la Pologne. D'autres ont des liens disons, plutôt de sympathie. On voit par exemple l'attitude aujourd'hui de la Grèce. Donc la France et l'Allemagne, de par leur histoire, de par leur poids au cœur de l'Europe, de par leur influence, la confiance aussi dont qu'elles peuvent recevoir d'autres acteurs internationaux, sont effectivement toujours des acteurs majeurs. Et en même temps, nous faisons en sorte, quand nous prenons des initiatives de ce type, d'avoir le soutien des autres Européens, de faire avancer l'unité européenne. C'est quand même quelque chose de très important depuis le début de la crise ukrainienne. Malgré ces différences de point de vue entre les 28, nous avons pris les décisions à chaque fois à l'unanimité sur les sanctions, sur le soutien à Minsk, sur justement le lien entre le maintien des sanctions et l'application de Minsk. Et donc si Minsk est appliqué, les sanctions seront levées. Si Minsk n'est pas appliqué, les sanctions sont maintenues comme un élément de pression. Et tout cela, ça a été possible parce que la France et l'Allemagne étaient très coordonnées, défendaient la même position, se mettaient en avant. Mais ça indique qu'il faudrait le faire sur beaucoup d'autres dossiers. Il faudrait être capable, évidemment, mais ça ne peut pas être non plus que la France et l'Allemagne, de le faire pour la stabilité en Méditerranée, pour être beaucoup plus en soutien, par exemple, de la Tunisie, de la jeune démocratie tunisienne aujourd'hui, fragilisée par les attaques terroristes et avec tous les risques que cela peut entraîner demain pour sa stabilité, pour le développement économique, pour le tourisme. Il faudrait le faire pour aider les pays du nord de l'Afrique à régler la situation en Libye, etc. Donc oui, je crois que la force du couple franco-allemand est indéniable, mais qu'il va falloir que dans beaucoup d'autres domaines encore, nous l'exercions. Nous l'avons déjà fait aussi dans le domaine industriel avec Airbus. Quelques autres pays participent, l'Espagne, la Grande-Bretagne, mais c'est quand même d'abord la France et l'Allemagne. S'il y a une agence spatiale européenne, c'est aussi, et un lanceur européen, y compris un nouveau lanceur qui vient d'être décidé, Ariane 6, c'est parce que la France et l'Allemagne ont décidé de mettre en commun leurs capacités dans le domaine de l'industrie de l'espace. Et tout ça, ce sont des domaines stratégiques pour le futur. Demain, si on veut qu'il y ait une vraie défense européenne, il faudra aussi qu'il y ait une industrie de défense européenne. Donc que la France et l'Allemagne investissent ensemble, comme nous sommes en train de nous préparer à le faire, dans des satellites d'observation, dans des drones de surveillance, dans des industries pour les blindés. Si on est séparés à l'échelle du monde de demain, face aux géants de ce monde, que ce soit les puissances déjà installées, comme les États-Unis, ou celles qui émergent, comme la Chine, l'Inde, nous n'y arriverons pas. Si nous sommes ensemble, oui, je crois que nous pouvons tirer l'Europe vers une vraie capacité de peser sur l'avenir du monde, sur ces sujets qui sont vraiment des sujets vitaux pour notre survie, mais aussi sur des questions qui intéressent le monde entier, comme le climat, parce qu'il n'y a que si l'Europe est à la pointe de la transition énergétique que des décisions permettront d'empêcher le réchauffement climatique, sur la lutte contre la pauvreté dans le monde, sur la coopération avec l'Afrique, qui est vraiment le continent du futur, dont la population va doubler, qui est notre voisinage immédiat. Oui, on a plus que jamais besoin de cette alliance entre la France et l'Allemagne. Choisir ce thème du développement pour l'année européenne, c'est d'abord une manière de mobiliser les citoyens. Ça signifie que partout en Europe vont être organisés des forums, des rencontres, une sensibilisation
sur le rôle que joue l'Union européenne en matière d'aide au développement. C'est très important d'abord parce que l'Europe est aujourd'hui le principal bailleur de fonds, comme on dit, c'est-à-dire que c'est la région du monde qui consacre le plus de moyens à la solidarité internationale vis-à-vis des pays en développement, des pays du Sud, parce qu'il va y avoir des étapes, des échéances importante sur le plan de la communauté internationale. Il y a une grande réunion à Addis Abeba sur le financement du développement. Quels nouveaux outils, taxes sur les transactions financières, comment est-ce qu'on peut assurer une pérennité du financement du développement, et puis quelles priorités, l'éducation, la santé, mais l'éducation en particulier, y compris, il faut que nous fassions le lien avec la prévention de la lutte contre le terrorisme. Les régions aujourd'hui d'Afrique où Boko Haram et les groupes terroristes prospèrent le plus, ce sont aussi celles où l'alphabétisation est le moins développée, où l'éducation, le système éducatif s'est effondré, où finalement les valeurs démocratiques et l'élévation du niveau de formation n'ont pas pu s'installer. Et puis il va y avoir une grande conférence, on le sait, sur le climat. Elle concerne la planète entière, mais particulièrement les pays les plus vulnérables, les plus exposés au changement climatique, et notamment beaucoup de pays en développement, des petites îles pauvres, des pays comme le Bangladesh qui sont très exposés aux risques d'inondation, aux grands typhons, etc. Donc tout cela en décembre à Paris sera préparé par différentes réunions des Nations Unies. Il fallait que l'on puisse s'appuyer sur cet agenda pour mobiliser les consciences. Si on veut continuer à être mobilisé en direction des pays du Sud, il faut qu'il y ait un soutien de l'opinion publique, il faut que dans tous les pays de l'Union européenne, on comprenne la finalité de cette aide au développement, et puis peut-être aussi que l'on encourage les acteurs qui sont très nombreux, qui sont remarquables, ce sont des associations de solidarité internationale, des ONG. L'Europe a créé beaucoup de grandes ONG de solidarité internationale, y compris la France. On peut penser à Médecins sans frontières, Médecins du monde, mais on peut penser à Oxfam en Grande-Bretagne. Il y a beaucoup de grandes agences de solidarité internationale partout en Europe, en Allemagne, dans les pays du Nord. Mais il faut encourager les citoyens. C'est vrai qu'il y a des urgences à nos frontières. Il y a la crise en Ukraine, il y a le risque terroriste, il y a la crise économique chez nous. Mais on ne peut pas penser notre avenir en se coupant de cette nécessité de continuer à accompagner le développement des pays du Sud, parce que notre propre avenir, notre sécurité évidemment, mais aussi notre prospérité, la paix, dépendent aussi du développement des pays du Sud.